Bonjour, salam alaikum. Aujourd'hui, on doit continuer notre cours sur les notions de qualité d'image en échographie. Ça veut dire on doit montrer quelques règles pratiques à respecter pour une meilleure qualité de l'image. On a déjà étudié une partie de ce cours dans la dernière vidéo qui est mentionnée dans la chaîne suivante, base physique imagerie médicale. Je vous rappelle que dans la dernière vidéo, on a une petite erreur que je peux vous corriger aujourd'hui. Cette erreur, elle concerne quoi? Elle concerne cette partie-là. Ça veut dire surtout la notation de l'image sagittale. On a fait ici, au lieu de côté de pied, on a fait les côtés tête. Ça veut dire c'est la tête, ça veut dire c'est la direction de la tête. Par contre, ici, on a fait pied. Mais la correction, c'est quoi? C'est ici, c'est pied, ici, c'est tête. C'est cette image-là qui est correcte. Pourquoi? Car, comme vous voyez dans cette image-là, on a positionné la sonde, mais la marque, elle est indiquée dans cette position-là. Ça veut dire vers les pieds. Donc, puisque la marque elle est vers les pieds, donc l'image sagittale, ça veut dire le côté pied doit être présenté ici, sur le côté droit de l'image. Par contre, le côté tête, elle doit être positionnée ici, en, le côté tête vers cette direction-là. Donc, c'était une mise à jour de la dernière vidéo. Là, on a fait une petite erreur qu'on n'a pas fait attention. Donc, je vous montre, voilà, ici le sens inverse. Lorsqu'on fait la marque vers la tête, donc ici c'est le côté head, ça veut dire vers la tête, ici c'est vers le côté foot. Voilà, donc l'image est inversée par rapport à le dernier qu'on a déjà vu. Donc, voilà, notre correction a pris fin. Donc, continuons notre cours d'aujourd'hui. Donc, on doit traiter les éléments suivants, car dans la dernière vidéo, on a déjà traité les quelques paramètres de qualité de l'image concernant l'orientation de l'image échographique, réglage de la profondeur, choix de la sonde, réglage des focales, réglage du gain, réglage de la gamme dynamique, quelques notions d'application des gels. Donc aujourd'hui, on doit continuer notre travail sur le dégagement d'organes par quelques modifications concernant la position des patients, la modification des plans d'examen et la préparation des patients. Et on termine par des références. Voilà, on doit traiter notre partie. Oh, se trouve cette partie-là. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire donc? Les manœuvres de dégagement d'organes. Donc la première manœuvre à faire, c'est quoi? C'est manœuvre de dégagement d'organes par changement de position. Donc si vous n'arrivez pas à voir ce que vous souhaitez, donc tournez le patient en oblique, comme on voit ici, ou bien examinez-le de manière debout, ou bien en procubitis, ou bien appuyé sur main et genou. Donc on change la position du patient et on positionne la sonde sur une partie bien définie sur la région à examiner, soit de la partie postérieure vers l'antérieure, ou bien antérieure vers le postérieur, ou bien antérieur-postérieur, ou bien en maladie en procubitis et la sonde est mise sur la partie postérieure, ou bien ici c'est la partie latérale, ainsi de suite. Donc, le changement de la position du patient, ça permet de dégager certains organes qu'on va explorer. Parfois, si l'image est médiocre, même après augmentation des gains, ou bien même de la changer de la position du patient, il faut appliquer plus d'agents de couplage qui ici c'est quoi? C'est le gel échographique pour avoir une meilleure qualité de l'image. Voilà cette première partie. Passons maintenant
Manœuvre dégagement d'organes par rotation de la sonde. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, comme vous savez, certains tissus présentent ce qu'on appelle l'anisotropie. C'est une propriété d'un tissu qui est capable de modifier la réflexion des ultrasons selon l'orientation de la sonde. Donc, si vous positionnez, donc voilà un organe, si on positionne la sonde de manière verticale, ce n'est pas la même chose si on le positionne de manière oblique. Prenons l'exemple de cette image-là. Si vous positionnez la sonde de manière verticale, donc les ondes émises, ils sont réfléchis par la structure, ils sont reçus par la sonde. Donc on peut voir par exemple la structure recherchée. Comme vous voyez ici, une structure en blanc qui est matérialisée par la flèche blanche. Il est bien visible. Par contre, lorsqu'on incline légèrement la sonde, donc l'émission des ultrasons par la sonde, elle intercepte notre structure, puis la réflexion se fait ailleurs. Donc la sonde n'en reçoit qu'une petite partie. Et donc, la structure n'est pas bien indivisible sur l'image. Comme vous voyez sur cette image-là, la flèche blanche. Donc, l'anisotropie ici, ça permet de bien faire des mouvements de rotation légère autour de la position d'équilibre pour qu'on puisse dégager notre structure qu'on cherche. Donc ici, c'est quoi? C'est la manipulation de la sonde par des rotations légères autour de la position initiale. Maintenant, passons manœuvre dégagement d'organes par changement de plan. Lorsqu'on veut voir un organe, il faut le balayer. Car en échographie, les images qu'on a sur l'écran, ce sont des images en 2D. Ça veut dire ce sont des coupes. C'est la même chose qu'on a en scanner. On a des coupes scanographiques, ça veut dire ce sont des coupes d'une région bien déterminée. C'est la même chose en échographie, on fait des coupes. Donc la différence entre le scanner et l'échographie, du point de vue de ces coupes-là, en scanner, on essaie de les programmer pour que la machine le fait de manière automatique. Par contre, en échographie, on le fait de manière manuelle. Ça veut dire sinon que font le balayage. On le fait manuellement. Donc on peut travailler par l'utilisation de différents plans pour distinguer notre structure qu'on veut voir. Donc une échographie est une recherche. Donc chaque exploration ultrasonore doit fournir une information en 3 dimensions sur la région d'intérêt et sur tous les organes voisins. Ceci exige des coupes multiples sur diverses incidences. Très rare est le cas où une coupe unique ou en un seul plan sera satisfaisant. Il aboutit à une information suffisante pour le bon diagnostic. Donc, n'hésitez pas à multiplier les coupes. Donc, il faut faire plusieurs coupes. Par exemple, on peut faire des coupes frontales, sagittales, transverses et des obliques comme on veut. Donc, la manipulation ou bien le choix du coupe ou bien de la direction de la coupe, donc ça permet de bien dégager les organes. Ainsi, il ne faut pas se contenter seulement d'une seule coupe, mais balayer l'organe le long de toute sa longueur, par exemple, pour avoir une vue globale de toute la structure suivant un plan de coupe bien déterminé. Si vous changez le plan de coupe, vous faites aussi un balayage de tout l'organe que vous aurez examiné. Donc, vous faites un balayage, ça veut dire que vous aurez plusieurs coupes. Ce n'est pas seulement une seule coupe suivant un angle d'incidence bien déterminé. Donc, multipliez le nombre de coupes et choisir une incidence bien déterminée. C'est la même chose, vous changez l'incidence et vous multipliez aussi le nombre de coupes. Et tout ça, ça permet de vous faciliter le diagnostic que vous cherchez sur un organe donné. Surtout, vous aurez la possibilité à distinguer les structures qui ne sont pas visibles sur un plan, mais vous pouvez le voir sur un autre plan. Donc, il y a la notion d'incidence
et la notion de le nombre de coupes. Ça veut dire qu'il faut faire un balayage de toute la structure. Sinon, il y a risque de sauter la lésion. Maintenant, passons à une méthode de dégagement d'organes. C'est exemple de manœuvre de dégagement, par exemple des côtes. On fait une inspiration ou bien on fait un bras sur la tête. Prenons par exemple pour le foie. Si on veut faire une exploration des foies, comme vous savez, le foie il est caché par les côtes. Et les côtes, comme vous savez, il arrête les ultrasons de les traverser pour qu'on puisse voir le foie. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser certaines manœuvres pour dégager notre foie. Ça veut dire éliminer la structure qui le cache, qui est les côtes. Qu'est-ce qu'on fait? On demande au malade de faire une inspiration profonde, puis il s'arrête. Ça veut dire qu'il coupe sa respiration sans vider son poumon. Pour que les côtes montent vers le haut, ça veut dire le diaphragme va monter ainsi que les côtes montent vers le haut. Et voilà notre foie, il est dégagé par rapport à cette image-là. Donc l'image, il inspire, le malade retient sa respiration, et voilà notre sonde. Donc le foie, il est dégagé par rapport à la position initiale lorsque la respiration est normale. Donc on utilise le mode d'inspiration, puis retenir la respiration pour et faites une inclinaison de votre sonde pour que vous puissiez explorer, par exemple, le foie. Ou bien, on demande au malade de positionner le bras ainsi que l'avant-bras au-dessous de la tête pour que les côtes montent vers le haut et le foie sera dégagé en partie pour qu'on puisse le voir par les ultrasons. Sinon, les côtes arrêtent les ultrasons pour qu'ils se propagent sur l'organe qui est le foie. Donc, il y a formation de ce qu'on appelle les cônes d'ombre qui permettent de masquer votre structure. Donc, il y a deux manœuvres. Soit vous positionnez le bras au-dessus de la tête, soit vous demandez au malade d'inspirer et de retenir sa respiration, et donc vous aurez un foie dégagé. Et donc, c'est une manœuvre qu'on utilise ici spécifiquement pour le foie. Ici, c'est un exemple de balayage qu'on fait pour faire l'échographie. Par exemple, ce sont des balayages, c'est le côté gauche, c'est le côté droit. Ici, ce sont des balayages sagittales. Ici, ce sont des transversales. Et toujours, comme on a déjà dit, il faut changer la position du patient, ainsi qu'il faut essayer de faire des manœuvres d'inclinaison de la sonde, ainsi qu'il faut demander au malade de faire l'inspiration profonde. Et s'il n'est pas possible, si le malade n'est pas coopérant, on utilise ce qu'on appelle la fenêtre intercostale. Ça veut dire on doit passer entre les côtes. Ça veut dire il faut positionner la sonde entre deux côtes pour que vous explorez l'organe qui est juste au-dessous. Surtout ici, on parle du foie. Maintenant, voilà, on doit détailler un petit peu cette partie-là. Ça veut dire on doit dégager les côtes en utilisant la fenêtre intercostale. Voilà ici les côtes. Voilà notre sonde. Donc les ultrasons passent entre les côtes. Donc on peut faire des inclinaisons droite et gauche pour qu'on puisse voir les structures juste au-dessous. Mais la sonde toujours à sa place, vu que la fenêtre intercostale elle est très petite. Mais on peut, car il y a plusieurs fenêtres intercostales, car il y a plusieurs côtes. Entre deux côtes, il y a une fenêtre. Si vous n'arrivez pas à voir la structure juste au-dessous du côte par une fenêtre, passez à l'autre fenêtre entre deux côtes que vous allez choisir par exemple. Donc, les milieux denses, comme les os, ou les calculs, les tias, projettent des ombres sur les structures qui leur sont postérieures, car les ultrasons ne peuvent les traverser. Donc le phénomène est appelé ombre acoustique. C'est celui par exemple qu'on a pour les côtes. Par exemple, les côtes peuvent obstruer le champ de vision de telle sorte que les structures sous-jacentes doivent être examinées en oblique à travers les espaces intercostaux.
Voilà ici, ce sont des exemples, même si ces images-là ne sont pas de bonne qualité, vu qu'elles sont extraites d'un livre très ancien, pour les échographes déjà anciennes. Donc, comme vous voyez là, c'est l'image en haut, c'est la même image. Donc, quand le foie et les acides sont explorés à travers les côtes, celles-ci projettent des ombres acoustiques, des ombres, et il y a des images de réverbération en strates dans l'acide. Voilà l'image. Voilà l'image réelle, voilà l'image explicative. Voilà ici, il y a les condoms ainsi que les réverbérations. Voilà le foie et l'acide. Voilà cette flèche-là qui montre l'acide. Donc, une partie qui est camouflée par ces images parasites ainsi que par les condoms qui viennent des côtes. Mais, on fait quelques manœuvres, donc l'examen des 1000 patients, on oblique à travers un espace intercostal. Il élimine l'ombre des côtes et la réverbération. Voilà le résultat. Donc, l'ombre d'acoustique ils sont éliminés car on a passé par l'espace intercostal. On a dégagé le foie. Voilà notre foie. C'est la même image. C'est seulement pour l'explication. L'acide et donc le cône d'ombre, sont effacés vu qu'on a passé par l'espace intercostal. Donc, il faut comparer cette image-là par rapport à celle-là. Là où il y a les condoms sont très visibles vu qu'on a passé à travers les espaces intercostaux. Voilà, donc on a parlé jusqu'à maintenant des manœuvres que doit faire le patient. Ça veut dire surtout la respiration et l'élévation des bras au-dessous de la tête pour dégager le foie, ainsi que la manipulation de la sonde et la position du patient. Maintenant, on doit utiliser quelques manœuvres, surtout la manœuvre préparatoire des patients. Il y a certains organes, pour qu'on puisse les dégager, en dehors du réglage de l'appareillage, ou bien en dehors de la manipulation, le choix de la position du patient, ou bien la manipulation de la sonde. Donc, il faut avoir une préparation obligatoire du patient pour voir cet organe-là. Prenons par exemple manœuvre préparatoire des patients. Donc, la préparation dépend des types de lésions recherchées. De nombreuses ondes intestinales se trouvent dans l'abdomen inférieur et contiennent de l'air. Ces gaz digestifs peuvent gêner la recherche de lésions. Il est donc nécessaire d'avoir une bonne fenêtre acoustique. C'est l'abdomen inférieur, sur l'abdomen inférieur, ce qui est donné par un vessie plein. Cette distension de la vessie facilite également la recherche de lésions de la paroi vésicale. Donc, comme vous savez, dans l'abdomen, l'ennemi de l'examen, c'est quoi? Ce sont les gaz intestinaux. Prenons par exemple, je vous montre les gaz intestinaux dans un cliché d'ASP. Voilà dans le côlon, donc il y a des gaz intestinaux dans le côlon. Et donc, si on veut faire par exemple une échographie pour ce patient-là, donc l'image sera de mauvaise qualité. C'est pour cela, donc, il faut essayer de faire des manœuvres pour détourner ces gaz, ou bien il faut préparer le patient avant de faire une échographie, sauf cas d'urgence. Et aussi, on demande au patient de remplir sa vessie. Ça veut dire qu'il faut boire de l'eau pour que sa vessie soit distendue. Si elle est distendue, ça veut dire que ça permet de voir au-delà de la vessie. Ça veut dire que ça facilite les ultrasons de passer au-delà. Ainsi que même on peut voir les parois de la vessie, on peut les étudier. Maintenant, commençons par les gaz intestinaux. Les gaz intestinaux, donc les gaz réfléchissent les ultrasons et masquent les tissus postérieurs. En raison de la réfraction et de l'effet de l'ombre acoustique.
Les gaz intestinaux peuvent ainsi rendre invisibles le foie, le pancréas, les ganglions lymphatiques, périaortiques, l'utérus ou les ovaires. Donc il est parfois facile de mobiliser les gaz de l'intestin. Ainsi, une vessie pleine permet presque toujours une bonne visualisation de l'utérus et des ovaires. Les intestins sont refoulés vers le haut, en dehors des champs d'examen. Dans d'autres cas, des coupes obliques latérales ou postérieures sur un patient assis, puis debout, peuvent être nécessaires. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ici? Donc, les gaz intestinaux, ça permet de quoi? De cacher certains organes. Ça veut dire, ne laisse pas passer les ultrasons pour explorer les organes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit vous faites des manœuvres sur la position des patients, et parfois, il faut demander au malade une préparation avant de venir. Ça veut dire qu'il faut éliminer l'alimentation qui peuvent produire les gaz intestinaux. C'est un régime alimentaire avant de venir pour faire l'examen. Ainsi que, il faut demander au malade de boire pour que sa vessie soit remplie pour dégager certaines structures. Voilà ici un exemple d'échographie. Donc l'image obtenue pendant l'inspiration à gauche montre toute la vésicule, mais pendant l'expiration à droite, plus de la moitié de la vésicule est masquée par les gaz intestinaux. Voilà l'image de droite et ici les images de gauche. Non, l'image de gauche et l'image de droite. Donc l'image de gauche, il y a une inspiration, donc il montre toute la vésicule. Voilà ici la vésicule qui est bien limitée, bien visible. Voilà son schéma détaillé pour voir cette image échographique. Par contre, à droite, pendant l'expiration, plus de la moitié de la vésicule, donc il est caché. Il est masqué par les gaz intestinaux. Voilà, ici ce sont les gaz intestinaux. Seulement cette partie noire qui est la vésicule. Donc, l'inspiration et l'expiration, ça permet de chasser ou bien dégager les gaz intestinaux, ou bien ça favorise l'existence des gaz intestinaux au-delà de la structure qu'on veut voir. Donc les positions d'examen suggérées si les gaz masquent est ici, donc il faut faire ces positions-là. Il y a les obliques, debout, procubitis et sur les genoux et les mains. Et donc on peut chasser les gaz intestinaux dans une autre position, dans une autre localité pour dégager la structure qu'on veut. Ou bien on peut demander au malade de faire quelques manœuvres d'inspiration-expiration. Prenons par exemple un autre cas, exemple du pancréas. Une structure liquidienne transparente permet au faisceau ultrasonore une traversée directe sans altération notable, de telle sorte que les échos rétroliquidiens sont habituellement amplifiés, plus brillants. Ce phénomène est connu sous le nom de renforcement acoustique. Comme vous savez, lorsqu'on a une structure liquidienne, et les échos passent à travers cette structure liquidienne, juste au-delà de cette structure, il y a une zone blanche qui s'appelle le renforcement postérieur. On a déjà fait ça dans les derniers cours dans notre chaîne. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut boire assez d'eau pour remplir l'estomac. Déplacera les gaz intestinaux et procurera une fenêtre acoustique. Ceci est particulièrement utile pour visualiser le corps et la queue du pancréas. Donc ici, pour visualiser le pancréas, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous savez que le pancréas, ça se trouve juste au-dessous de l'estomac. Et donc, premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut boire de l'eau pour avoir un estomac distendu. Ça veut dire il est rempli d'eau qui permet
ne faire apparaître une fenêtre acoustique, car le liquide, ça laisse passer les ondes acoustiques. Et deuxièmement, cette eau-là, ça permet, et lorsque l'estomac se gonfle légèrement, ça permet de dégager les gaz intestinaux sur la partie où doit passer les ondes acoustiques. Voilà notre pancréas. Voilà les intestins sont refoulés latéralement. Et voilà le liquide dans l'estomac. Donc le liquide dans l'estomac, ça permet de nous donner ce qu'on appelle une fenêtre acoustique pour qu'on explore le pancréas. Ainsi que les intestins sont refoulés latéralement. Donc c'est une manœuvre pour qu'on puisse voir le pancréas en éliminant le risque de mauvaise qualité qui vient des gaz intestinaux. Voilà, on vous montre un autre exemple pour voir ce qu'on appelle la vésicule biliaire. Foie et vésicule biliaire. Voilà ici un exemple. Voilà le foie, la vésicule biliaire. Voilà ici la vésicule biliaire en noir. Là où il y a un calcul. Voilà ce qu'on voit ici. Le calcul il est hyperacogène, ainsi un condom postérieur. Donc, pour qu'on puisse voir ce calcul-là et étudier la paroi de la vésicule, il faut demander obligatoirement au patient d'être à jeun. Donc, pour éviter une gêne liée aux gaz intestinaux, mais surtout pour apprécier la vésicule biliaire, il faut que le patient soit à jeun depuis 6 heures, sans avoir bu, ni mangé, ni fumé. Aussi, la nicotine, ça permet de vider la vésicule biliaire. Donc, il faut que le malade ne mange pas, ne boit pas de l'eau ni des liquides et ne fume pas. Pourquoi? Pour que la vessie soit bien remplie par la bile. Pour que la vésicule soit bien remplie. S'il n'est pas rempli, donc il sera collabé. Et donc, on ne peut pas étudier son contenu ni ses parois. Tu peux l'étudier, mais il y a un risque de ne pas donner des résultats fiables. Donc, naturellement, en cas d'urgence, avec l'accord des médecins, le délai peut être écourté. Donc, ce délai-là, ça peut changer au cas d'urgence. Donc, le plus important, ne pas manger, ni boire, ni fumer, pour que la vésicule soit bien remplie. Il y a une autre chose, un autre organe, ce sont les voies urinaires. Donc, pour qu'on puisse étudier les voies urinaires par l'échographie, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, il est essentiel de demander au patient une préparation de telle manière que sa vessie soit pleine. Donc, pour un examen échographique de l'abdomen inférieur, il est généralement préconisé de boire au moins 1 litre d'eau 1h30 avant l'examen et ne pas uriner jusqu'à ce que l'examen des petits bassins ait été effectué. Donc, cette quantité 1 litre d'eau, ça dépend des auteurs. Chacun préconise une quantité, mais d'autres préconisent 1 litre. Et donc, ça dépend de la capacité de l'eau que doit boire le patient. La règle générale, c'est qu'il faut que le patient ait une vessie pleine. Donc, lorsqu'on a une vessie pleine, donc, on peut étudier sa morphologie, sa forme, ainsi que ses parois. Et si la vessie n'est pas pleine, donc, tu ne peux pas étudier la vessie. Ainsi que, aussi, tu ne peux pas étudier les organes profonds au-dessous de la vessie, par exemple, prostate et l'utérus, les ovaires et tout ça, on peut le voir pour avoir leur image de qualité si la vessie est pleine. Sinon, donc la qualité, il y a un risque qu'il soit dégradé. Donc, il faut boire de l'eau pour étudier le bas abdomen, surtout le pelvis. Si le malade présente, par exemple, une sonde urinaire qui vient d'un service d'hospitalisation, donc qu'est-ce qu'il faut faire avant de faire l'échographie? Il faut essayer de clamper la tuyauterie qui ramène vers la poche de collection de sondes des urines avant de faire l'examen. Mais lorsque vous faites l'examen échographique est fini,
n'oubliez pas de déclamper, ça veut dire laisser les urines passer vers la poche, car il y a un risque pour la vessie, car le malade il est sous drainage par une sonde urinaire. Donc n'oubliez pas à déclamper la sonde après l'examen. Et donc, jusqu'à maintenant, on a donné quelques astuces pour avoir une qualité d'image en échographie. On a parlé sur l'ancienne vidéo de quelques règles à respecter pour le réglage de l'échographe pour avoir une meilleure qualité. Et dans cette partie-là, on a parlé de quelques manœuvres que doit faire le médecin, surtout le choix de la position de patient, le choix des plans de coupe, l'incidence à faire, le nombre de coupes, ainsi que les préparatifs à faire sur le patient, surtout ne pas boire de l'eau, bien des liquides, ni manger, ni fumer, par exemple, pour étudier la vésicule biliaire. Il faut boire de l'eau ou bien clamper la sonde urinaire pour étudier le pelvis. Et donc, voilà les grandes lignes concernant quelques notions de qualité. Maintenant, les références. Je vous fais ici les livres. Le livre, c'est seulement cette partie-là. C'est le manuel d'échographie. Il se trouve en Internet. Ainsi quelques sites où on a pris quelques images. Par exemple, technique d'échographie, base et optimisation de mode B pour ces auteurs-là. Ainsi que base élémentaire réglage de l'échographe et son anatomie. Donc, ce sont quelques références qui peuvent être utiles pour vous si vous voulez compléter votre information. Si vous avez des remarques ou bien quelques suggestions, ou bien on a fait une erreur sur ces bases physiques, donc il faut essayer de nous envoyer par un commentaire pour qu'on puisse faire des corrections si nécessaire. Et donc, voilà. Je vous remercie pour votre attention pour d'autres vidéos prochaines, Inch'Allah. Donc, notre examen, ou bien notre cours a traité quelques notions de qualité d'image en échographie en deux parties. La partie en rouge et la partie en bleu. Ça veut dire la partie qui concerne l'échographe, les réglations de l'échographe, et la partie qui concerne le patient et le médecin. Ça veut dire quelles sont les manœuvres qu'il faut faire pour avoir une bonne qualité. Donc, pour plus d'informations sur les bases physiques en échographie, veuillez voir le site suivant, la chaîne suivante, base physique, imagerie médicale, et vous allez voir presque de 25 vidéos concernant les bases physiques d'échographie. Donc, je vous remercie. À bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous remercie pour vos commentaires s'il existe. À bientôt.